Stellar Transformation se déroule dans un royaume appelé Qin. Et au début de cet anime, on voit le souverain du royaume, Qin II, planter un arbre avec son plus jeune fils, le troisième prince, Qin Yu. Qin II aimait le joyeux Qin Yu, mais parce qu'un aîné divin, qu'il appelait Feng, lui avait envoyé Qin Yu s'entraîner dans une région montagneuse isolée avec son grand-père, Liang, ils ont dû se séparer de lui pour le moment. 2 ans s'étaient écoulés depuis lors, jusqu'au jour où Qin Yu était ravi d'apprendre que son père allait lui rendre visite. Mais avant de partir là où il rencontrerait son père, Liang lui a donné un cadeau sous la forme d'un oiseau, qu'il a nommé Xiao Hui. Il était si heureux d'avoir l'oiseau qu'il l'a emmené au lieu de rendez-vous. Même ainsi, Liang craignait de le laisser partir seul avec un oiseau. Alors, il envoya 3 de ses hommes pour garder secrètement Qin Yu. Quelque temps plus tard, Qin Yu est finalement arrivé au point de rendez-vous. Mais après avoir attendu si longtemps, Qin II n'est jamais venu. Même ainsi, Qin Yu a continué à l'attendre jusqu'à ce qu'il s'endorme au sommet de la falaise. Enfin, la journée s'est transformée en crépuscule. Se sentant désolé pour lui, attendant toujours, Liang a ramené Qin Yu au dojo. Le lendemain, alors que Qin Yu jouait avec Xiao Hui dans la forêt, il entendit soudain quelqu'un crier à l'aide. Il s'est avéré que la voix venait d'une fille qui était poursuivie par une bête. La fille était avec son frère quand la bête les a attaqués, mais son frère ne pouvait rien y faire. En entendant cela, Qin Yu a essayé d'aider en donnant un coup de tête à la bête. Et miraculeusement, il a réussi à s'en débarrasser. C'est du moins ce qu'il croyait car ce n'était pas vraiment lui qui faisait peur à la bête, mais ses gardes l'aidaient secrètement à distance. Quoi qu'il en soit, les 2 étrangers pensaient que c'était Qin Yu qui avait chassé la bête, alors ils l'ont remercié avant de se présenter. Le garçon était Taiyu San, tandis que la fille était sa sœur, Taiyu Xiao. Tous 2 étaient originaires de Taiyujia, un village non loin de là. Qin Yu était ravi de les rencontrer et a même accepté leur invitation à venir avec eux dans leur village. C'est compréhensible car il n'a jamais eu d'amis. Donc, il ne voulait pas gâcher l'occasion quand ils l'ont invité à jouer avec eux. Après s'être lassés de jouer, ils se sont reposés en s'abritant sous les parois rocheuses, c'est alors qu'un homme chevauchant un tigre est venu vers eux. Il s'est avéré que l'homme était du dojo de Liang, et il était venu dire à Qin Yu que ses 2 frères aînés étaient venus au dojo pour le voir. Sans perdre de temps, Qin Yu a rencontré ses frères à la source chaude. Ici, on voit que ses frères lui sont parfois curieux, mais il l'aime beaucoup. Et il les aimait aussi beaucoup. Il a même sangloté quand ses frères sont rentrés chez eux. Mais ce n'était pas la seule cause de sa tristesse. Qin Yu se rappela pourquoi son père l'avait envoyé s'entraîner chez Liang. C'était parce qu'il était né sans aucun pouvoir de cultivation, ce qui le rendait incapable d'utiliser sa force intérieure. Il pensa alors que c'était peut-être la raison pour laquelle son père ne lui avait jamais rendu visite une seule fois depuis qu'il vivait sur cette montagne. Ainsi, le soir, Qin Yu pria pour que les dieux le rendent aussi fort que ses frères. De cette façon, lui aussi pourra rendre Qin II fier de lui. Un instant plus tard, Qin Yu a vu une étoile filante qui lui a rappelé une méthode d'entraînement interne. Alors, il s'est précipité vers Liang et lui a demandé de lui apprendre à ce sujet. Ici, Liang a essayé d'expliquer à Qin Yu les 3 niveaux après avoir maîtrisé le processus de cultivation. Pour conquérir tous ces niveaux, il fallait traverser des obstacles difficiles, en particulier Tiandaoziran, que beaucoup de gens n'ont pas réussi à franchir. Mais si on pouvait surmonter tous les obstacles, surtout s'ils pouvaient maîtriser le dernier niveau, les gens les respecteraient. Mais jusqu'à présent, seules 3 personnes ont pu atteindre ce niveau, dont Feng. En entendant cette explication, Qin Yu était encore plus excité. Il était déterminé à atteindre le niveau final, en suivant les traces des 3 grands. Mais Liang savait qu'il serait très difficile pour lui, qui ne pouvait pas utiliser le pouvoir de la cultivation, d'atteindre le dernier niveau. Alors Liang a suggéré qu'il renforce son corps extérieur en pratiquant des arts martiaux physiques. Le lendemain, Liang a réuni 8 hommes forts, dont Qin Yu a été invité à choisir l'un d'eux pour être son professeur. Cependant, ici, il a innocemment demandé qu'ils soient tous son professeur. Bien sûr, Liang a refusé, arguant que s'il apprenait toutes leurs techniques en même temps, cela ne ferait que mettre le feu à son corps. Il a compris les intentions de Liang, alors il a demandé aux 8 personnes de montrer leurs compétences et leurs forces. Presque tous étaient vraiment puissants et chacun d'eux possédait des capacités extraordinaires. Ensuite, Qin Yu a choisi le général Zhao comme professeur, même s'il s'est tenu immobile sans montrer la moindre partie de sa force. Après cela, Liang a donné à Qin Yu une boîte contenant de nombreux parchemins qui pourraient l'aider à en apprendre davantage sur la cultivation. Mais il n'a vraiment aucun pouvoir de culture, il lui est donc difficile de stocker l'énergie dans son corps même s'il a pratiqué ce qu'il lit sur les parchemins. Réalisant cela, Qin Yu est allé voir Zhao le lendemain pour commencer à pratiquer les arts martiaux. Mais Zhao a plutôt puni Qin Yu en le faisant courir jusqu'au bas des montagnes. Et comme si cela ne suffisait pas. En bas, Zhao était déjà là, et il lui a immédiatement dit de remonter les escaliers en courant vers le haut. En dépit d'être extrêmement épuisé, Qin Yu a pu atteindre son apogée. Apparemment, Zhao avait ses propres raisons pour lui dire de courir comme ça. C'était parce qu'il avait l'intention d'entraîner Qin Yu avec des méthodes extrêmes, et la séance de course précédente n'était qu'une partie de la partie d'entraînement. Cependant, cela ne fait pas nécessairement tressaillir Qin Yu.
Il a juré à Zhao qu'il n'abandonnerait jamais tant qu'il serait formé par lui, peu importe la dureté de ses méthodes. Zhao s'est avéré être vraiment sérieux au sujet de ce qu'il a dit. Il a entraîné Qin Yu très durement et lui a même dit d'affronter une bête seule. Un an s'était écoulé depuis que Qin Yu s'était entraîné avec Zhao. Mais maintenant, ils ont dû se séparer parce que le roi a rappelé Zhao. Après le départ de Zhao, Qin Yu a dû s'entraîner seul. Bien qu'il soit triste de se séparer de lui, Qin Yu a accepté la décision. Il a même promis à Zhao qu'il ne le laisserait pas tomber. À son retour dans la capitale, Zhao se rendit à Qin pour rendre compte des progrès de Qin Yu. Selon lui, Qin Yu a fait beaucoup de progrès en s'entraînant avec lui. Mais encore, il lui faudrait environ 30 ans avant de maîtriser la cultivation. Après avoir fait son rapport à Qin, il lève les yeux vers le ciel tout en priant pour le succès de Qin Yu à l'entraînement. Quant à Qin Yu, il a continué à s'entraîner dur après le départ de Zhao. Même après 3 ans, il a continué à pratiquer. Ce n'est qu'après cette période qu'il a commencé à oser défier le monstre loup arboricole qu'il n'avait jamais pu vaincre auparavant. L'entraînement intense qu'il avait suivi portait enfin ses fruits. Maintenant, il peut facilement vaincre la bête. Un jour, les 3 gardes du corps de Qin Yu ont perdu sa trace d'une manière ou d'une autre. Ils ne pouvaient toujours pas le trouver, peu importe où ils cherchaient, ils ont donc dû signaler à Lian leur incapacité à escorter Qin Yu. La scène change alors lorsqu'Qin reçoit une lettre de Lian, qui rapporte que les 3 gardes du corps de Qin Yu ont demandé qu'ils soient autorisés à retourner dans la capitale royale car ils ne peuvent pas suivre la vitesse de Qin Yu en ce moment. Il était ravi d'entendre la nouvelle, pensant que Qin Yu avait grandi et n'avait plus besoin d'escorte. Pendant ce temps, Qin Yu, qui maîtrise désormais les arts martiaux, sent qu'il a besoin d'une arme pour le combat rapproché. Et par coïncidence, il est tombé sur une page cachée sur son parchemin d'entraînement, d'où est sorti un hologramme en forme d'homme. L'hologramme l'informe alors d'une technique dangereuse qui peut être utile pour tuer des adversaires, cacher l'épée avant de s'en servir pour tuer à l'insu de l'adversaire. Pour faire court, Qin Yu a appris la technique, qui s'appelait Yuzi, et l'a pratiquée en utilisant les statues de pierre sur la montagne. Mais quand il l'a pratiquée sur une statue, son épée s'est cassée. Cela lui a fait penser qu'il avait vraiment besoin d'une épée forte. Plus tard dans la nuit, Qin Yu se souvint d'une arme appelée Fish Sword dans le palais, qu'il pensait être compatible avec la technique de Yuzi. Le lendemain, Qin Yu décida de se rendre dans la capitale avec Xiao Shui. Mais avant cela, il s'est d'abord arrêté au village de Tei Jia pour dire au revoir à Tei San et Tei Xiao, promettant de leur apporter des cadeaux à son retour de la capitale. Il ne s'est pas rendu compte qu'en discutant avec les 2 frères et sœurs, un mystérieux homme masqué surveillait secrètement le village à distance. Après plusieurs jours de voyage, Qin Yu est finalement arrivé au palais de la capitale. Il a été accueilli par un ancien nommé Ge, qui pensait qu'il était venu voir Qin. Ge a regretté son arrivée prématurée car Qin était actuellement sur le champ de bataille. Qin Yu a alors informé Ge qu'il n'était pas venu au palais pour rencontrer son père mais pour ramasser une épée. Et ainsi, Ge l'a conduit dans une pièce interdite contenant de nombreuses armes, dont l'une était l'épée de poisson qu'il voulait. Mais en même temps qu'il prenait l'épée, l'homme masqué vu plus tôt était entré dans le village de Tei Jia. Après avoir pris l'épée avec lui, Qin Yu est retourné à la montagne. Mais malheureusement, avant son arrivée, le village de Tei Jia a été attaqué par l'homme masqué qui s'est avéré être un bandit. Le pire, c'est qu'il a amené ces bandits au village, où ils ont massacré tous ceux qu'ils pouvaient voir sans discernement, y compris le père de Tei San et Tei Xiao. Heureusement, quand ils étaient sur le point de tuer les 2 frères et sœurs, Qin Yu était déjà arrivé au village et il les a immédiatement aidés. Même s'il était un peu en retard. L'un des bandits avait lacéré sa machette sur Tei Xiao et lui avait coupé la main. Réalisant que Qin Yu avait des compétences décentes, le chef des bandits s'est présenté comme Beishan de la Black Wind Sect. Peut-être espérait-il que Qin Yu le battrait en duel après s'être présenté. Cependant, Qin Yu n'a prêté aucune attention à l'auto-présentation de Beishan et a donné le cadeau qu'il avait promis à Tei Xiao. Puis, d'une voix en colère, il jura qu'il détruirait Beishan en guise de punition pour ce qu'il avait fait aux villageois. Sachant que Qin Yu était sérieux, Beishan a pris son épée et l'a attaqué, mais Qin Yu pouvait facilement esquiver son attaque. Il ne lui a même pas fallu beaucoup d'efforts pour tuer Beishan. Voyant leur chef mourir en disgrâce, les bandits se sont immédiatement enfuis. Cependant, Qin Yu a décidé de ne pas les poursuivre, ce qui a dérouté Tei San. Pourquoi n'a-t-il pas tué le reste des bandits alors qu'il pouvait facilement tuer le chef? Ici, Qin Yu, qui venait de tuer un humain pour la première fois, a estimé que les bandits avaient déjà reçu suffisamment de punitions avec la mort de leur chef. Il ne voulait pas se salir les mains avec plus de sang en tuant le reste des bandits. Mais Tei San n'était pas d'accord avec son idée. C'était vrai que tuer était mal. Il le savait aussi. Mais Tei San avait peur que s'il laissait les bandits s'échapper, tôt ou tard, il reviendrait se venger et tuerait plus de villageois. Mais Qin Yu est resté impassible, même si Tei San a continué d'essayer de le persuader en disant qu'il devait tuer les bandits pour protéger le village. Plus tard dans la nuit, Qin Yu a demandé à Tei San et Tei Xiao de l'accompagner et de rester à la résidence Lian car, après tout, leurs parents étaient déjà morts aux mains des bandits. Ce serait difficile pour eux s'ils n'étaient que 2.
Mais avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, ils ont entendu les cris des villageois leur disant que les bandits étaient de retour. Effectivement, les bandits sont revenus menés par le frère de Beshan, Wuchi, qui a ordonné à ses hommes de lancer des flèches de feu. Voyant le feu engloutir les maisons des villageois, Qin Yu réalisa finalement que Taiyu San avait raison. Il devait tuer les bandits. Sinon, il reviendrait sans cesse. Avec cela, il a commencé à attaquer Wuchi, mais ses attaques ne l'ont pas affecté. Au lieu de cela, Wuchi l'a jeté. Réalisant qu'il ne serait pas en mesure de vaincre Wuchi, Qin Yu a choisi d'utiliser une autre stratégie. Il a continué à courir pour esquiver les attaques de Wuchi tout en tuant ses hommes. Agacé que son adversaire ne veuille pas lui faire face, Wuchi a alors menacé de tuer tous les villageois si Qin Yu continuait à l'éviter. En entendant la menace, Qin Yu a finalement approché Wuchi et a accepté son défi. Pourtant, Wuchi s'est avéré plus fort que lui. Il bat Qin Yu sans lui donner une chance de riposter, forçant Qin Yu à utiliser la technique de l'épée de Yuzi pour le tuer. Ainsi, la nuit s'est terminée avec Qin Yu massacrant tous ses bandits. Plusieurs années plus tard, Qin Yu est devenu un homme fort, tout comme Xiao Shui, qui est devenu un oiseau géant. Bientôt, il célébrera même sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Et il n'y a pas que qui ont grandi. Taiyu Xiao était également devenue une belle jeune femme. La scène passe à un homme qui rêve d'être tué par Qin De. L'homme était le roi d'un autre pays, Chu, inquiet que son rêve se réalise un jour. Par conséquent, il a décidé d'envoyer ses hommes pour infiltrer la cérémonie organisée par le roi Qin De pour découvrir ses plans. Le jour où la cérémonie de la majorité de Qin Yu a eu lieu, il a invité les invités à venir au palais. En ce jour heureux, son frère aîné, Qin Feng, est chargé d'accueillir les invités. Et l'un des invités était un grand homme nommé Sang Guanong. Voyant son arrivée, Qin Feng fit immédiatement rapport à Qin De, demandant à son père de se dépêcher de rencontrer son invité d'honneur. Sang Guanong était le roi d'un pays voisin. Sa venue à Qin était d'assister à la cérémonie de Qin Yu et de discuter de la possibilité que son royaume s'associe à Qin pour attaquer le royaume de Chu. Incidemment, Qin De voulait également détruire le royaume Chu, alors il a accepté la proposition de Sang Guanong sans hésiter. Pendant ce temps, Qin Yu n'était toujours pas arrivé au palais du roi Qin. Eh bien, c'est parce qu'il travaille maintenant comme assassin surnommé Tian Wang, et sur le chemin de la capitale, il rencontre la personne qu'il veut tuer, Hao, un criminel qui fait souvent chanter les villageois. Oui, même s'il était devenu un homme et avait choisi de porter un cosplay de style Assassin's Creed en action, Qin Yu adhérait toujours à son principe d'élimination des mauvaises personnes. Il croit que chaque fois qu'il tue une mauvaise personne, cela signifie qu'il sauve des centaines d'innocents. Et ainsi, sans la moindre hésitation, il a tué Hao. Cette nuit-là, Qin Yu est arrivé au palais, permettant enfin à la fête de commencer. Il s'est senti coupable d'être arrivé en retard, alors il s'est excusé auprès de Qin De après la cérémonie. Qin De lui a pardonné, puis il a emmené Qin Yu dans une pièce secrète souterraine pour lui montrer la statue de leur ancêtre, le premier roi de Qin, qui était célèbre pour être très grand. Une fois, le grand roi a été vaincu par le premier roi de Chu dans une grande guerre, faisant du royaume Qin progressivement déprécié par d'autres royaumes. Mais la défaite du premier roi de Qin à cette époque était davantage due au fait que le roi du royaume de Chu était assisté par des maîtres de culture, et non à cause de sa faiblesse. C'est pourquoi Qin De a maintenant l'intention de venger ses ancêtres en détruisant le royaume Chu. De plus, il voulait venger la mort de sa femme, tuée par les assassins envoyés par le roi de Chu, Xiangguang. Voyant cela, Qin Yu et ses frères ont accepté d'aider à réaliser le plan de son père pour attaquer le royaume de Chu. Mais malheureusement, Qin De ne lui a pas permis de participer. Outre le fait que la force du royaume Qin est toujours inférieure à celle du royaume Chu, il pense que Qin Yu n'est toujours pas assez fort. À tout le moins, il voulait que Qin Yu atteigne la dernière étape de la culture avant de l'aider à s'occuper du royaume de Chu. Bien que déçu de s'être vu refuser la participation, Qin Yu n'a pu s'empêcher de succomber aux souhaits de son père. Une nuit, alors que Qin Yu et Xiao Shui étaient au sommet d'une falaise, ils ont soudainement vu un cristal rougeoyant tomber du ciel. Et juste au moment où il était sur le point de prendre le cristal rouge, un monstre géant l'a attaqué comme s'il voulait aussi le cristal mystérieux. Heureusement, Xiao Shui le rejoignit contre le monstre, lui permettant d'obtenir le cristal rouge. Il ne savait pas à quoi servait ou bénéficiait le cristal, mais à sa grande surprise, il se fondit dans son corps. Encore plus étonnant, lorsqu'Qin Yu cultivait, il sentit le cristal aider à absorber l'énergie qui l'entourait. Il a même absorbé trop d'énergie pour que Qin Yu pense qu'il en mourrait. Mais un instant plus tard, le pouvoir du cristal cramoisi sembla l'aider en réparant les vaisseaux sanguins qui avaient été brisés en absorbant trop d'énergie. En fin de compte, le cristal est devenu très utile pour Qin Yu dans sa pratique car il pouvait absorber beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Il croyait même que bientôt sa force égalerait celle de ses frères, puis son père lui permettrait de rejoindre la guerre. 6 mois plus tard, Qin Yu a finalement atteint le premier des 3 niveaux de culture grâce à l'aide du cristal magique. C'était beaucoup plus rapide que son professeur, Zhao, avait prédit qu'il lui faudrait 30 ans avant d'atteindre ce niveau. Un jour, alors qu'il s'entraînait avec Xiao Shui, le monstre qui avait autrefois ciblé le cristal rouge réapparut et attaqua Qin Yu. Mais lui,
qui est devenu beaucoup plus fort, peut vaincre le monstre sans aucun problème. Il était si fort qu'il a même brisé des falaises rocheuses en se battant avec. Mais apparemment, la falaise contient une grosse pierre de cristal rouge derrière elle, qui est visible à l'œil dès que la falaise qui la bloque se brise et tombe. La scène nous montre alors les intrus du royaume Chu qui sont entrés dans la capitale Qin. Après avoir recueilli des informations, ils envoyèrent une lettre à leur roi, Xianguang, l'informant que le royaume Qin prévoyait de détruire le royaume Chu. La nouvelle a également été confirmée par Sanguanong, qui a trahi Qin 2. Il a même divulgué tous les plans de Qin 2 à Xianguang par le biais d'une lettre. En prévision de l'attaque de Qin, Xianguang a ordonné à ses confidents de demander de l'aide aux bandits des Blackwater. Pendant ce temps, Qin Yu a apporté la pierre de cristal qu'il avait trouvée devant sa famille et les fonctionnaires de la cour. La pierre, cependant, était extrêmement robuste et indestructible. Même le forgeron en chef du royaume, San Feng, n'a pu y mettre la moindre égratignure, ce qui l'a amené à soupçonner que la pierre était un matériau d'arme doté d'un pouvoir de niveau divin. Il supposait que seules les personnes ayant atteint le niveau 3 de culture pouvaient peut-être détruire ces pierres de cristal. Par conséquent, Qin Yu a décidé de demander de l'aide à Feng, qui a apparemment reconnu la pierre de cristal. À son avis, c'était une pierre de fer flamboyante, en effet, il pourrait être transformé en linqi, des armes possédant un pouvoir spirituel. Feng lui demande alors quel linqi il veut, auquel il répond qu'il veut juste que son arme soit renforcée et une paire de gants. S'il y avait des restes inutilisés des pierres, il voulait qu'ils soient donnés à Qin 2. Feng était prêt à faire ce que Qin Yu demandait tant qu'il pouvait obtenir des pierres de fer. Et Qin Yu lui a permis de le prendre. Sa gentillesse a touché Feng, qui a alors promis d'exaucer tous ses souhaits. Qin Yu semblait ne pas savoir quoi demander. À la fin, il a juste demandé à Feng de lui dire ce qu'il devait faire pour atteindre le plus haut niveau. Et voici l'explication de Feng, atteindre le plus haut niveau est très difficile car il faut d'abord passer par 49 malheurs et 2 grands malheurs. Et pour atteindre l'immortalité, il faut vivre des centaines de malheurs. Mais s'ils échouaient, on se transformerait en cendres. Puis, tout en brûlant la pierre de fer, Feng a déclaré son intention à Qin Yu d'élever son rang pour être immortel. Et il était sûr qu'il pourrait le faire plus facilement s'il pouvait fabriquer l'inqi à partir de la pierre de fer que Qin Yu lui avait donnée. Ensuite, il a parlé à Qin Yu de la grande bataille entre les maîtres de culture contre la mystérieuse figure sur l'île de culture de Qinlong, qui s'est terminée par la mort des maîtres. On dit que la figure mystérieuse a le pouvoir, comme le soleil, de brûler le ciel et de détruire la terre. Au final, le dur à cuire est mort après avoir été frappé par la foudre alors qu'il tentait d'élever son niveau. Mais avant de mourir, il a formé 3 diagrammes répartis sur l'île de Qianlong. Les 3 diagrammes contiennent la transformation stellaire, donnant à quiconque l'apprend un moyen d'obtenir le soleil. Après avoir entendu tout cela, Qin Yu a l'intention de dépasser ses propres limites en attendant que Feng finisse de brûler la pierre de fer et passe sa commande. Ailleurs, Qin de découvre enfin que le roi de Chu a envoyé des espions dans la capitale. Il ne sentait plus la présence de personnes qui le regardaient, mais il restait vigilant de peur que l'espion ne revienne à tout moment. Au cours des jours suivants, Feng a continué à brûler la pierre de fer pour créer l'inqi tandis que Qin Yu se concentrait sur l'entraînement. Mais à un moment donné, Qin Yu est devenu frustré car il avait maintenant atteint la dernière étape du premier niveau et avait du mal à atteindre le deuxième niveau. Il ne savait même pas comment il pouvait monter de niveau. Mais après un moment de contemplation, en regardant le ciel nocturne, Qin Yu se souvint de ce que Lian avait dit une fois qu'il devait être capable de comprendre la nature, le ciel et la terre s'il voulait se développer. Ainsi, en suivant ses conseils, Qin Yu a continué sa cultivation. La méthode de Lian s'est avérée très efficace. Lorsque Qin Yu ouvrit les yeux, sa vision devint plus nette. Et non seulement cela, mais sa capacité auditive et sa portée ont fortement augmenté. Au début, il pensait que ce qu'il avait vu et entendu n'était qu'une hallucination. Mais ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait atteint le deuxième niveau. Presque au même moment, Feng a finalement fini de brûler la pierre de fer, qui ressemble maintenant à la pierre à changer de forme en plusieurs armes et accessoires, y compris l'épée et le gantelet commandé par Qin Yu. Ensuite, Feng a montré ses épées à Qin 2 avant de donner le reste au roi, qui était ravi d'apprendre que les épées étaient des cadeaux de Qin Yu. Tellement heureux qu'il a même promis de lui donner une récompense en retour. Mais quand il a essayé de trouver Qin Yu, il n'a pas pu le trouver. Il s'est avéré que Qin Yu était allé quelque part dès qu'il avait pris l'épée et les gants qu'il avait commandés à Feng. La scène suivante nous montre alors où Qin Yu va apparemment, il est allé dans sa tenue d'assassin pour rencontrer une femme avec un cache-œil, qui lui a donné pour mission de tuer des espions du royaume de Chu. Lorsque Qin Yu a trouvé l'espion, Zenshu, il l'a vu tenant le diagramme du ciel que Zenshu prévoyait de donner à son roi. Mais il ne pensait plus beaucoup au schéma maintenant. Il est venu pour tuer Zenshu. Ainsi, il est apparu devant Zenshu, qui a ordonné à ses frères de le combattre. Qin Yu avait déjà atteint le même niveau qu'eux, et avec ses gants linqi, il pouvait les vaincre tous à la fois. D'un autre côté, Zenshu était furieux de voir ses 2 jeunes frères et sœurs morts. Il a ensuite attaqué Qin Yu avec une vitesse incroyable. En fait, sa vitesse a même dépassé celle de Qin Yu, ce qui rend très difficile pour lui d'attaquer en retour. Cependant,
C'était parce que Qin Yu portait des poids sur ses mains et ses pieds tout ce temps. En effet, les utiliser n'a aucun sens lorsque l'on travaille comme assassin. Mais quoi qu'il en soit, il pouvait égaler la vitesse de Zenshu après avoir retiré les poids sur ses jambes et ses bras. Ils se sont ensuite affrontés férocement jusqu'à ce qu'ils réussissent finalement à tuer Zenshu en utilisant la technique de l'épée de Yuzi. Et il s'avère que le combat entre les deux a été vu de loin par la femme cache-œil. La scène passe alors à deux vieillards portant des vêtements blancs et noirs qui rencontrent un homme avec un couvre-chef. Ils l'ont informé que Zenshu avait été tué par l'assassin. Pendant ce temps, le roi Xianguang était furieux dans le royaume de Chu quand il a su que Zenshu avait été tué. Il a juré de se venger du royaume Qin quoi qu'il arrive. À cette fin, il convoqua un commandant nommé Yifeng et lui ordonna de rencontrer un homme qui avait capturé une bête rare. Xianguang voulait obtenir la bête et était prêt à l'échanger contre un autre diagramme que le royaume Chu avait. D'un autre côté, Qin Yu se demandait toujours à quoi servait le diagramme du ciel qu'il avait arraché à Zenshu. Mais il n'a toujours pas trouvé la réponse jusqu'au matin, puis il a finalement décidé de retourner dans la capitale. La scène s'est ensuite déplacée à nouveau vers Yifeng, qui avait trouvé le chasseur de bêtes, Juxan. Sans plus tarder, il lui passa le diagramme, mais juste au moment où les soldats Chu étaient sur le point de prendre la bête, Lian apparut soudainement, créant une fumée toxique autour d'eux. Il est venu accompagné de deux hommes vêtus de noir qui ont instantanément tué Juxan avant d'attaquer les soldats Chu. Mais juste au moment où il massacrait les soldats, un fil tranchant a soudainement traversé la tête de l'un des hommes en noir, le tuant sur le coup. Il s'est avéré que le fil venait du père de Yifeng, Yi Qingyu, qui était en quelque sorte habillé comme ça. Même ainsi, il est un combattant redoutable et un vieil ennemi de Lian, comme le montre le déroulement du duel entre quelques instants plus tard. Pendant qu'ils se battaient, la bataille entre Yifeng et l'homme en robe noire se produisait également. Les deux batailles étaient si intenses que Qin Yu a vu leur choc des énergies, qui était loin. Sans avoir à réfléchir à deux fois, il s'y rend alors. Malheureusement, peu de temps après, Yi Qingyu a attaché Lian avec les fils avant de le couvrir de milliers d'aiguilles. Cependant, même s'il était touché par une attaque, Lian pouvait toujours déclencher un coup fatal qui le frappait. En conséquence, leur combat s'est terminé par un match nul. Yi Qingyu est mort, tout comme Lian, qui a rendu son dernier souffle dans les bras de Qin Yu. Enragé par la mort de son professeur bien-aimé, Qin Yu se déchaîna en massacrant tous les soldats Chu à proximité, y compris Yifeng. Après son retour dans la capitale, Qin Yu était toujours dévasté par la mort de Lian. Il s'est enfermé et a refusé de recevoir la visite de qui que ce soit, pas même de Qin II. Mais un jour, Qin Yu revient à la normale après avoir réalisé que son comportement décevra Lian. Et il ne voulait pas que Lian soit déçu s'il le voyait de là-haut. Alors, il a recommencé à pratiquer, mais avant cela, il a essayé de fusionner le diagramme du ciel dans son corps. Il a été un peu surpris du résultat. Il s'est avéré que le diagramme pouvait changer la forme de l'énergie qui rayonnait à travers ses bras. Cependant, le diagramme n'a eu aucun effet négatif sur son corps, alors il a commencé à pratiquer pour maîtriser l'énergie. Après l'avoir maîtrisé, Qin Yu a placé le diagramme céleste dans la salle des armes, où il a senti une étrange énergie émanant d'une boîte. Curieux, il ouvrit la boîte, le deuxième diagramme que Yifeng avait précédemment tenu. Et ce qui le surprit encore plus, il trouva un autre schéma caché derrière le fond de la boîte. Qin Yu n'a pas eu le temps d'analyser les deux diagrammes car maintenant il devait aller sous terre. Auparavant, le père de Qin Yu avait demandé à toute sa famille et à des responsables de confiance de s'y rassembler car il avait quelque chose à annoncer. Et la nouvelle était que Qin II traverserait bientôt 49 obstacles pour passer au niveau 3. Il savait que s'il échouait, il mourrait, mais il était convaincu qu'il pourrait surmonter les obstacles. En entendant cela, ses trois enfants n'ont pu s'empêcher de s'inquiéter pour lui, mais il les a immédiatement calmés. Puis, il a commencé à se répartir les tâches. Il a demandé aux frères aînés de Qin Yu de le remplacer temporairement dans le commandement du royaume, tandis que Feng l'accompagnerait. Seul Qin Yu n'a pas reçu de commande et il était clairement mécontent. Alors, il a demandé à Qin II de le laisser venir avec lui. Sa demande a bien sûr été rejetée. Il ne voulait pas que quelqu'un qui n'avait même pas atteint le niveau 2 comme Qin Yu vienne avec lui. Ce serait trop dangereux pour lui. Qin Yu n'avait pas dit à Qin II qu'il était passé au deuxième niveau, alors il essayait maintenant de montrer sa force en affrontant des coups avec le vieil homme en robe noire. Mais malheureusement, même s'il a gagné, son père ne lui a toujours pas permis de venir avec lui. Sans aucun doute, le rejet a déçu Qin Yu. Même s'il s'était entraîné jusqu'à atteindre le niveau 2, son père ne le reconnaissait toujours pas. Alors, pour évacuer sa frustration, il a commencé à s'entraîner avec le deuxième diagramme qui semblait transformer son énergie en armure. La scène passe au roi Xianguang visité par un homme nommé Lan, qui l'informe que Qin II subira bientôt un procès de niveau supérieur. La nouvelle a inquiété Xianguang. Il avait peur que Qin II réussisse à monter de niveau. Le royaume de Chu avait toujours eu un avantage sur le royaume de Qin parce qu'il avait deux guerriers de niveau 3, par rapport à Qin, qui n'en avait qu'un de niveau 3. Mais si Qin II réussissait à monter de niveau, cela signifierait que le royaume Qin aurait deux personnes avec une culture de niveau 3, Qin II et Feng. Cela égalerait la force de Chu et Qin, ce qui rendrait difficile pour Xianguang de détruire Qin. Alors,
Pour éviter que ses peurs ne deviennent réalité, Xianguang a demandé l'aide des deux frères qui avaient atteint le niveau 3, Wu De et Woxing. Il alla même droit vers eux et leur donna une petite bouteille qui, quel qu'en fût le contenu, parvint à convaincre les deux frères d'accéder à sa demande. Il a également préparé 4 assassins pour les aider à tuer Qin De. Alors que Xianguang est occupé à élaborer ses plans, Qin Yu continue de mener à bien sa mission d'assassin pour tuer les méchants. Et maintenant, il avait même maîtrisé le troisième diagramme, qui lui donnait une armure résistante aux attaques des adversaires. Une nuit, la femme cache-œil informe Qin Yu de quelqu'un qui veut le voir. Et cette personne s'est avérée être le vieil homme en robe noire qui voulait lui demander de l'aide pour escorter le roi de Qin De dans son voyage pour monter de niveau. Actuellement, Qin Yu n'a révélé à personne qu'il travaillait comme assassin. Alors, il accepta la mission sans enlever son masque car il savait que si son père se rendait compte que l'assassin engagé pour le protéger n'était autre que son propre fils, il le renverrait chez lui. Une fois que tout fut prêt, son groupe partit pour l'endroit où il cultiverait. À cette occasion, Qin Yu a amené Xiao Shui avec lui même s'il a caché l'oiseau aux autres parce qu'il voulait cacher son identité. Après un long voyage, ils décidèrent de passer la nuit dans une ville. Ils avaient besoin de se reposer cette nuit-là car le lendemain, ils traverseraient le désert sans limite, une zone dangereuse remplie de monstres. À cause de cela, Qin De a permis à Qin Yu, l'assassin, de se retirer de la mission s'il le souhaitait. Qin De ne le blâmerait pas s'il le décidait car le voyage qu'ils étaient sur le point de traverser était en effet très dangereux. Cependant, Qin Yu a refusé de reculer. Il était très heureux d'accompagner Qin De même s'il devait se déguiser en assassin. Alors, il a essayé de calmer Qin De et lui a dit que ce voyage, malgré les dangers, était très utile pour tester sa force. Il ne regretterait même pas s'il devait mourir sur leur chemin. Le lendemain, le groupe a poursuivi son voyage et cette fois, il a traversé le désert sans bornes. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à leur destination, les montagnes Qingliang. Et une fois arrivés là-bas, Qin De a demandé à Feng de trouver un endroit approprié pour sa méditation. Feng les a ensuite dirigés vers une grotte, où il a sorti son linki pour créer 8 diagrammes qui pourraient absorber l'énergie du ciel et de la terre. Avec cela, il pouvait créer une barrière pour Qin De pendant qu'il cultivait, ce qui pouvait non seulement le protéger des attaques mais aussi des bruits dérangeants. Une fois les préparatifs terminés, Qin De peut commencer le rituel. Ici, Feng a demandé au reste du groupe de le protéger pendant sa méditation, mais il leur a été interdit de l'aider alors qu'il traversait les 49 obstacles, qui ont pris la forme de puissants éclairs. Après cela, Feng a terminé ses instructions en leur donnant un sceau pour les empêcher d'être exposés à des illusions si des ennemis attaquaient. Peu de temps après, un énorme coup de foudre a commencé à frapper. Mais ils peuvent toujours être calmes. Le bouclier fabriqué par Feng était encore capable de le supporter. Cependant, au même moment, Wu De, Woxing et les 4 assassins sont arrivés à la montagne Qingliang. Et ils savaient où trouver la cible de leur assassinat après avoir vu cet éclair. D'autre part, Qin De a finalement réussi à passer le premier coup de foudre grâce à l'aide du bouclier créé par Feng. Mais à son insu, l'équipe d'assassinat de Chu avait atteint le sommet de la grotte, où il l'observait, attendant le bon moment pour l'attaquer. Wu De savait qu'il y aurait 4 coups de foudre dans le test, et ils attaqueraient Qin De pendant le second. Ainsi, dès que la foudre a de nouveau frappé, ils ont tous sauté à l'unisson pour attaquer Qin De et son groupe. Et sans trop de difficultés, Woxing a réussi à détruire la barrière de Feng. Voyant leur arrivée, Feng a créé l'illusion de retenir les 4 assassins, dont Qin Yu a immédiatement profité pour en tuer 2. Mais ces actions ont été vues par Woxing, qui l'a ensuite attaqué en représailles. Cependant, même si l'ennemi était sur le point de l'attaquer, Qin Yu s'est abstenu d'utiliser son arme linki de peur d'exposer son identité. Heureusement, les 5 gardes du roi ont pu le protéger de l'attaque de Woxing. Pendant ce temps, Wu De a combattu Feng, qui, selon lui, était encore loin derrière en force. Mais à sa grande surprise, Feng a pu suivre sa force. Et sa surprise s'est encore accrue après que Feng et les 5 gardes royaux aient sorti leurs armes linki, qui auraient pu tuer même des personnes de niveau 3. Mais quelques instants plus tard, le 3e éclair était prêt à frapper, ce qui a amené Qin Yu et les autres à s'inquiéter pour Qin De, qui n'était plus protégé par la barrière. Heureusement, Qin De a pu résister à la foudre en utilisant son épée linki. Voyant cela, Qin Yu poussa un soupir de soulagement. Il pouvait maintenant se concentrer pleinement sur les 2 assassins qui avaient échappé à l'illusion. Et mieux encore, Geo est venu à son aide, il n'a donc eu qu'à combattre un assassin pendant que Geo affrontait l'autre. Après avoir combattu, Qin Yu a finalement réussi à tuer l'assassin. Mais le cas était différent avec Geo, il est impuissant face à son adversaire. Il aurait même pu être étranglé à mort s'il n'avait pas enfoncé son épée dans le ventre de son adversaire. Maintenant dans la douleur, l'assassin a ensuite jeté Geo sur Qin De, le forçant à arrêter sa méditation afin qu'il puisse vérifier l'état de Geo. Mais de manière inattendue, Geo a plutôt attaqué Qin De. Il s'est avéré qu'il était un espion du royaume Chu qui avait infiltré Qin il y a longtemps. Voyant son père blessé, Qin Yu se précipita à son secours, mais l'assassin tenta de l'arrêter en se faisant exploser, espérant qu'il serait tué avec l'explosion. Geo rit joyeusement de l'explosion, pensant que Qin Yu en était mort. Mais sa supposition était fausse car Qin Yu était toujours en vie.
Il s'est approché discrètement du vieux traître par derrière avant de le tuer. Pendant ce temps, le 4e éclair avait été vu, ainsi que l'apparition d'un dragon venu du ciel. Kind savait que le dragon était après lui. Et donc, pour combattre le dragon, il a utilisé une technique de dragon ancestral. Comme son nom l'indique, il peut aussi invoquer des dragons avec cette technique. Ainsi, les deux dragons se sont affrontés. Leur choc des énergies était si puissant qu'il a brisé la grotte. Après cela, Kind a continué sa méditation. Pour faire court, Kind a réussi à passer au 3e niveau. Ensuite, lui et Kinyu ont combattu Woxing et ont réussi à le tuer, bien qu'il ait été poignardé par l'arme de Woxing. Après la mort de Woxing, le costume de cosplay Assassin's Creed de Kinyu a soudainement disparu pour une raison quelconque, et Kind a finalement découvert que l'assassin qu'il avait engagé était son propre fils. Mais maintenant, Kinyu a été gravement blessé et il s'est évanoui devant Kind après lui avoir fait ses adieux. Kind a été dévasté de voir cela. Il éclata en sanglots en le serrant dans ses bras. Alors que le père et le fils combattaient Woxing, Feng a affronté Wu-De, mais il n'a pas réussi à le vaincre. Au lieu de cela, il a laissé Wu-De attaquer Kind avec son dragon de glace, mais à ce moment, Xiao Shui est soudainement venu et a chassé le dragon, le renversant. Mais alors, une lumière dorée est soudainement apparue du ciel et les a tous enfermés à l'intérieur. Ici, Xiao Shui sauve à nouveau Kind. Il le repoussa avant que la lumière dorée ne puisse les encercler. À ce moment, Kind a vu Wu-De, qui, pour une raison quelconque, a choisi de s'enfuir plutôt que d'achever sa cible. Quoi qu'il en soit, Kind était maintenant furieux. Il a juré de détruire le roi de Chu et Wu-De, qui avait tué sa femme et son plus jeune fils. Avec cela, la première saison de Stellar Transformation est terminée. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que si vous voulez devenir plus fort, attendez qu'un météore rougeoyant tombe sur une falaise. Vous ne deviendrez probablement pas plus fort après avoir obtenu la pierre météore, mais qui sait? Peut-être aurez-vous autant de chance que le personnage principal de cet anime.